Il n'y a pas de reste, Willis. Patati patata, je check le maïka. J'amène à ville sale, maladie en fracas. Je respire l'air pollué, ou à l'eau souillée. Que puis-je faire dans une ville sans électricité, dans un pays où... Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bonsoir une fois de plus, vous êtes sur Tchad Anthropus Web, Radio et TV. Nous avons l'honneur ou l'occasion d'avoir avec nous sur le plateau M. Eric Topona, qui n'est autre que le fils de M. Célestin Topona, père. Lui-même, Eric Topona, qui est journaliste à la Deutsche Welle en Allemagne. Monsieur Eric, bonjour. Oui, bonjour. Nous sommes ravis de vous avoir sur, d'ailleurs la première fois, sur Tchad Anthropus Web TV. Nous allons essayer de voir avec vous votre parcours et ensuite échanger sur l'actualité, sur le Tchad, etc. Ouais, je suis très content aussi d'être ici. Je le dis à mes auditeurs, disons à nos téléspectateurs et à vos téléspectateurs, puisque j'avais l'habitude de regarder beaucoup d'acteurs politiques, de la société civile, de la diaspora que vous invitez ici. Et c'est un réel plaisir pour moi vraiment d'être ici et de pouvoir donc me prêter à vos questions. Très bien. Dites-nous, Monsieur Eric Topona, vous êtes aujourd'hui à la Deutsche Welle, qui est une télévision allemande, connue d'ailleurs de par le monde, mais vous avez fait vos parcours au Tchad. Quel est votre parcours au Tchad? Je rappelle d'abord à ceux qui nous regardent que moi je suis né en N'Djamena le 19 novembre 1984 et j'ai fait mes études primaires aux Étoiles Brillantes, donc c'est une école privée de N'Djamena, et je pense que la plupart des cadres aujourd'hui de ma génération et au-delà, puisque c'est situé au quartier Moursal, c'était vraiment l'une des écoles à l'origine fondée par des fonds américains, mais qui a formé beaucoup de générations. J'en profite pour rendre hommage à tous nos anciens à l'époque. Et voilà, donc après mes études primaires, j'ai fait le lycée collège du Sacré-Cœur. Tenu par des prêtres protestants, des prêtres catholiques, pardon, autant pour moi. Puisque je suis aussi catholique. Mais attention, le lycée collège Sacré-Cœur n'a pas formé que des catholiques. Tout à fait. On a fréquenté avec beaucoup tout le monde, sont sortis de là, des musulmans, y compris moi-même. Voilà. Donc je pense que c'est une école, un lycée qui a formé beaucoup de cadres, y compris l'actuelle première dame, Inda Debitno, vous-même, moi. Il faut rendre hommage aux sœurs. Et je rends hommage à les autres qui voilà, nous auront... à beaucoup de nos enseignants donc, du lycée de Sacré-Cœur. Et après mes études donc, au Sacré-Cœur, j'ai eu mon bac en juin, disons, en 2003. Et je me suis envolé donc pour le Bénin, où j'ai fait des études de droit à l'université d'Abomey-Calavi. Après, je suis sorti Nanty en 2009 d'un master donc, en sciences juridiques, option sciences politiques et relations internationales. J'étais rentré au Tchad et j'avais été intégré dans le cadre régulier de la fonction publique comme administrateur civil au ministère de la fonction publique, du travail dirigé à l'époque par Fatimé Tchombi, qui est une cadre du MPS ici de la Tandilé. Et j'avais commencé ma petite carrière, mais je ne me sentais pas bien parce que le virus du journalisme était inoculé à moi. Vous l'avez rappelé, mon père, Célestin Topona, est un vieux journaliste, entre guillemets, un ancien journaliste. Et donc, du coup, j'étais correspondant de la BBC, malgré que j'étais... vieux journaliste, etc. Mais je pense qu'il faudrait quand même éclairer nos camarades, ceux qui nous suivent. Eric Topona était de la bonne école, de ceux qui... D'abord, c'est un homme discret, de point de vue optique. Et puis, il a été de la génération de ceux que nous, déjà jeunes, on écoutait beaucoup à la radio, Moussa Dago, Abali Kaya, Toussaint Baïtoubam,
Benjo, qui d'ailleurs était journaliste. Dieudonné Donabaye. Absolument, qui était journaliste sportif. Guédébé Bob, Koumba Singagali, Toussaint Baïtoubam, si j'ai cité. Et donc, ils étaient nombreux. Ils faisaient quand même de la radio tchadienne très agréable à écouter. Donc, parlant de M. Topona, il faut lui rendre vraiment un hommage pour ceux qui ne le connaissent pas. Voilà, je pense que lorsque j'ai dit vieux journaliste, j'ai dit entre guillemets, c'est juste pour dire que c'est un ancien journaliste et qui m'a beaucoup inspiré. Et c'est à cause de lui ou grâce à lui que je suis devenu tout à fait. Voilà ce que je suis. Et donc, lorsque j'étais au ministère de la fonction publique, et je le rappelais, j'étais correspondant de la BBC. Donc Mamati Sen, qui était à l'époque ministre de la Communication, ouais. Et qui est devenu après directeur de cabinet du président Déby. Mamati Sen, le fondateur du journal Le Quotidien Le Progrès, d'ailleurs le seul quotidien au Tchad, qui m'avait repéré, indépendamment de leur divergence politique avec mon père. Il avait demandé donc à ce que j'intègre l'ex-Honor TV, la radio nationale. Et donc, ils ont fait ce qu'on appelle dans le jargon administratif un transfèrement. Donc, le ministère de la Communication a demandé à Fatimé Tchombi, à l'époque ministre de la fonction publique, comme retransfert donc au ministère de la Communication. C'est comme ça que cette opération a été faite. Et j'ai intégré la rédaction de la Radio Tchad. Et je rappelle aussi qu'à l'époque, Mamati Sen souhaitait que j'intègre plutôt la rédaction de la télévision nationale. Or moi, j'étais toujours amoureux de la radio, mais c'est devenu ONR TV, donc radio-télévision. Donc j'ai intégré la radio. C'est le seul travail que vous avez fait en tant que journaliste? J'étais parallèlement à mes activités au niveau de la RNT, je travaillais au journal La Voix, puisque à la même période, en 2009, Jean-Bernard Padaré, l'actuel porte-parole du MPS, avait lancé son journal, le journal La Voix, qui avait pour directeur de publication Dieudonné Gatander, notre ancien du métier, et notre vieux journaliste. Je ne dis pas vieux pour le vieillir, mais c'est juste une façon de rendre hommage. Par la fonction. Voilà, par la fonction. Et j'ai travaillé pendant un certain temps au journal La Voix. Et nous ne sommes pas entendus, et je raconterai après la suite. Donc, très bien, pour parler de la suite, vous étiez journaliste à la Maison de la Radio et vous travaillez en même temps à La Voix, mais un bon jour, on vous convoque pour vous envoyer en prison. Est-ce qu'aujourd'hui vous retenez quel est le mobile que vous avez fait pour qu'on puisse vous envoyer en prison? Je travaillais au niveau de la radio nationale tchadienne, donc une radio en principe de service public, mais en réalité une radio au service du MPS. On m'avait autorisé à travailler dans le même temps au journal La Voix. Vous savez que ce n'était pas normal à l'époque, mais puisque le journal La Voix était fondé par Jean-Bernard Padaré, qui est du MPS, il m'avait autorisé, donc je faisais mon job. On fermait les yeux. On fermait les yeux. Je n'étais pas critique. Lorsque j'avais commencé par être critique au journal de La Voix, et je continuais par prester au niveau de la RNT, donc l'Honneur TV. À la fin, Jean-Bernard Padaré commençait par tiquer parce que lui, son ambition, c'était de devenir ministre. Et donc, il avait créé le journal La Voix. Et s'il m'écoute, s'il me regarde, je pense que je suis prêt à l'affronter. Le journal La Voix, il a créé, c'était pour concurrencer Saleh Kebzabo, qui avait à l'époque créé N'Djamena Hebdo, devenu N'Djamena Bi Hebdo. Donc Jean-Bernard Padaré avait créé donc, le journal La Voix. Il nous a recrutés à l'époque, les jeunes. Il avait voulu m'instrumentaliser. Mais à un certain moment, lorsque j'avais compris que le but, c'était justement de m'instrumentaliser pour qu'il arrive, lui, à ses fins, j'avais commencé par dire non. Et vous savez, lorsque vous êtes dans un système, je ne vais pas parler de secte, lorsque vous voulez vous retirer, on vous coupe les bras. Oui, mais vous ne répondez pas encore à ma question, puisque ce que je voudrais dire, quel est le mobile? Vous avez fait la prison,
vous en êtes sorti, vous êtes allé à l'étranger, mais quel est le mobile aujourd'hui qui peut expliquer, quand vous prenez un retrait, est-ce que vous savez exactement qu'est-ce qu'on vous reproche? Pour finir donc l'argumentaire, lorsque j'avais commencé par ne plus m'entendre avec Jean-Bernard Padaré, après j'ai démissionné donc du journal La Voix, je m'occupais exclusivement de mes activités au niveau de la radio-diffusion nationale tchadienne. J'étais correspondant de la BBC. Après, j'ai obtenu un stage en Allemagne en 2012, entre janvier et mars 2012. Lorsque j'étais revenu au Tchad, en juin 2012, j'avais été affecté, tenez-vous bien, comme sous-directeur de l'Honneur TV à Fada. C'était un nouveau poste. On a voulu vous éloigner, À l'époque, beaucoup de mes amis et même Fada, c'est vers le nord-est, la région de l'Enedi, la région natale donc du président Déby. Et j'avais refusé parce que moi je voyais le danger venir. Parce qu'un an avant, j'avais démissionné avec fracas du journal La Voix. On s'était querellé avec Jean-Bernard Padaré. Au niveau de la RNT, on se dit ah, mais ce type-là, il faut commencer par s'en méfier. Donc ils m'ont affecté, j'avais refusé. Donc j'ai passé un an à la maison, vu que lorsque vous refusez de l'intégrer ou d'accepter votre poste... Est-ce qu'il est à votre profit de refuser, vous qui êtes devenu fonctionnaire de l'État, de ne pas regagner un poste vers lequel vous envoie l'État? Ben, si j'étais nommé, si j'étais un citoyen normal, j'allais accepter ce poste. Mais je suis quelqu'un, fils d'abord d'un acteur politique de l'opposition. Je m'étais querellé avec un des gros poissons du MPS. Je savais ce qui m'attendait puisque Jean-Bernard Padaré lui-même l'a dit, voilà, qu'il allait se venger puisque c'est lui qui m'a rappelé ce vieux proverbe que la vengeance est un plat qui se mange à froid. Et la suite m'a donné raison. Dans la froideur de la vengeance, qu'est-ce qu'on vous reprochait quand on vous envoyait en prison? Après donc mon affectation en juin 2012, j'avais refusé ce poste. J'étais resté à la maison. Je m'occupais uniquement de mes activités de correspondant de la BBC, de la Deutsche Welle, donc de la radio allemande internationale. Un an après cette affectation, c'est-à-dire en mai 2013, je reçois une convocation. On me demande de me présenter au bureau du 3e juge d'instruction. Et lorsque je m'étais rendu là-bas le 6 mai 2013 en compagnie de mon père, Célestin Topona, à qui je rends hommage ici, et de mon avocat, et de ma grand-mère aussi, qui est toujours vivante, on me dit, Monsieur Topona, Eric, on vous reproche d'avoir voulu attenter aux institutions du Tchad. Précisément, diffamation, complot et atteinte à l'ordre constitutionnel. On m'a présenté des mails que j'aurais échangés avec... Comme preuve des mails. Voilà, mais ce n'était pas des preuves parce que c'était des mails fallacieux, je trouve. Que j'aurais échangé avec Makala Ngebla, que vous avez reçu ici. Des mails faisant état justement de notre intention avec Makala et d'autres acteurs de la diaspora. Mais tenez-vous tranquille, vous n'étiez pas cité, hein, Maman Tassilek. À l'époque, je n'étais pas aussi connu comme maintenant. Et on m'a dit non, vous aviez l'intention de convoyer des armes pour déstabiliser Idriss Déby. Et souvenez-vous, j'ai été convoqué le 6 mai, mais le 1er mai, à l'époque, il y avait une tentative de coup d'État, avouée ou non, supposée ou réelle, avec Moussa Tao à l'époque. Il y avait des opposants qui avaient été arrêtés, convoqués, des acteurs même du régime qui avaient été convoqués. Je me rappelle de Routouan Yoma Golom, qui est un cadre du pouvoir, mais qui avait été également impliqué. Donc on les avait liés à tout ça. Et Makaïla, à l'époque, il était à Dakar, il avait été expulsé, il était arrivé à... Pour le bruit que ça fait. Vous l'avez aidé aussi, il est venu ici. Voilà. Bref, dans tout ce brouhaha, j'ai été donc mis sous mandat de dépôt, atteinte à l'ordre constitutionnel. Vous avez fait combien de temps en prison? J'ai passé 100 jours, exactement 100 jours, 3 mois, et voilà, quelques jours. Et à la fin, au bout d'un procès rocambolesque qui a vu la participation de beaucoup de citoyens lambda, parce que ceux qui connaissent
ou qui connaissaient ma famille étaient étonnés. Il y en a qui voulaient venir voir est-ce qu'il s'agissait d'un autre Eric Topona ou c'était le Eric qu'ils connaissaient. Le procureur, dont j'ai oublié le nom exact, mais qui s'appelait Afono, je ne sais plus le nom complet, m'avait condamné à 5 ans de prison ferme. Et les juges... qui était commué en 3 ans. Voilà, les juges ont estimé qu'il n'y avait pas assez d'éléments, donc j'avais été condamné à 3 ans de prison avec sursis. Et mes avocats ont interjeté appel et parmi mes avocats, je rends hommage à maître Kemneloum Delphine, qui n'était pas mon avocat, mais qui était dans la salle et qui s'était mobilisé volontairement pour me défendre parce que je n'étais pas seul, j'étais avec Jean Laokolé, le blogueur Jean Laokolé à l'époque, qui a le malheur aussi d'être le neveu de Saleh Kedzabo, Jean-Baptiste Laokolé. Lui, il a été arrêté 2 ou 3 mois avant moi, mais c'était dans le même dossier. Et lui aussi, c'était un règlement de compte de Jean-Bernard Padaré, parce que Padaré l'accusait d'avoir écrit sous pseudonyme des articles contre lui dans le blog de Makaïla, parce que comme je l'ai dit, Laokolé est un des cousins à M. Kebza. Bref. Très bien. Vous avez été en prison, vous avez été maltraité ou vous avez souvenance des geôliers qui ont été maltraités? Comment se passait la vie en prison? Je pense que je vais être honnête. Je n'ai pas vécu personnellement les sévices, mais ce que j'ai vu et vécu, c'est plus dramatique que les sévices. Parce que on a passé 3 mois dans des petites cellules où il y avait entre 60 et 100 personnes. On a vu des gens mourir lorsque vous êtes dans des petites pièces où il n'y a aucune sortie d'oxygène la nuit. Je pense que c'est plus dramatique que qu'on vous bastonne. Et je pense que l'intention, c'est de voir mourir, puisque je vous l'ai dit, il y a des gens, des prisonniers, qui... C'était quoi, des prisonniers de droit commun ou des prisonniers politiques? Mais des prisonniers politiques, à l'époque, on était avec justement Moussa Tao, qui était accusé d'avoir été l'un des instigateurs, sinon l'instigateur principal du coup d'État. Ben, on n'était pas dans la même cellule. Mais j'ai rencontré des gens à l'époque qui me disaient qu'ils ont volé juste des paquets de cigarettes, une chèvre. C'est des délits de simple police. Ils devaient juste être amenés dans un commissariat. Bon, nous autres, comme nous étions journalistes, on avait la chance quand même, voilà, les journalistes avaient médiatisé. Vous de la diaspora à l'époque, je sais qu'on ne se connaissait pas, mais les gens... Vous me faites une transversale. Vous avez quitté le Tchad, vous êtes installé en Allemagne, dans la prestigieuse Deutsche Welle. Quel regard vous avez aujourd'hui? Quand vous êtes à la Deutsche Welle, nous pensons que vous êtes épanoui. Quel regard vous avez entre le travail que vous faites à la Deutsche Welle et le travail que vous faisiez au Tchad? Je vais d'abord dire que je n'ai jamais souhaité vivre hors de mon pays, dans les conditions actuelles. Le Tchad me manque, mais je n'étais pas épanoui lorsque j'étais au niveau de l'Honneur TV. Parce que les gens voulaient, coûte que coûte, avoir une mainmise sur ce que j'ai fait. C'est manipulé? Manipulé. Je respecte la plupart de mes confrères qui travaillent aujourd'hui à l'ONAMA, c'est devenu ONAMA, Office national de l'audiovisuel, je crois, des médias. Mais ils ne sont pas libres. Donc moi, pour répondre à votre question, je suis libre parce qu'aujourd'hui, j'exerce mon métier à la Deutsche Welle avec professionnalisme et liberté, dans le respect des codes d'éthique et de déontologie. Or, au Tchad, il suffit que vous dites non au porte-parole du parti au pouvoir ou que vous ne couvrez pas le point de presse de M. Mamad Zenbada ou l'installation du président Déby qui est devenu maréchal. Tout de suite, votre chef peut vous sanctionner et vous brimer, vous mettre au garage ou vous affecter de façon arbitraire dans une zone pour vous détruire professionnellement. Or ici,
On sait que lorsqu'on vous recrute, vous savez que vous avez une ligne éditoriale certes à suivre, mais vous le faites de façon libre. Je suis libre, Mata Silek, dans l'exercice de mes fonctions à la Deutsche Welle. Libre à l'étranger, mais pas libre chez vous. Au Tchad, si je continuais, j'avais deux choix. J'allais faire comme mes confrères, devenir un griot. Or, un journaliste, même si beaucoup disent que nous sommes des griots, le journaliste doit dire ce qu'il pense, mais doit dire le vrai. Aujourd'hui, vous savez qu'au niveau des médias publics, les leaders de l'opposition et de la société civile, surtout ceux qui sont critiques, n'ont pas droit à la parole. On ne couvre pas les activités de ceux qui critiquent les errements du régime. Et là, ce n'est pas du journalisme. Aujourd'hui, est-ce que vous savez qu'en Allemagne, la Deutsche Welle, qui était un média de service public financé par le contribuable allemand, il y a des jours où, lorsque la chancelière Merkel commet des gaffes, entre guillemets, ben, on en parle. Ce n'est pas pour dire qu'on est contre elle, mais c'est une information. Lorsqu'elle commet une gaffe ou lorsqu'elle perd sa majorité au Parlement, bref, on parle de ça. Aujourd'hui, si le président Déby, au cours d'un discours, chute, il tombe, et que vous en parlez, ben, ils viendront peut-être assassiner tous vos parents pour dire, moi, voilà. C'est vrai, il y a des exceptions aussi en Europe, mais je pense qu'on n'est pas libre au Tchad. Les journalistes ne sont pas libres. Et avec beaucoup de collègues qui sont restés sur place, surtout des médias publics, ils le reconnaissent, ils sont obligés, la mort dans l'âme, d'être des zélateurs, des laudateurs. Très bien. Aujourd'hui, vous êtes un acteur plus ou moins de la diaspora, puisque vous en êtes un cadre. Vous travaillez à l'étranger, vous êtes tchadien. De point de vue au Tchad, on vous considérera comme quelqu'un de la diaspora. De point de vue technique, politique, économique, est-ce que vous pensez que les diasporas tchadiennes sont à même, dans l'éthique, de pouvoir être un apport? Je fais une symétrie avec le Mali, le Sénégal ou certains pays de l'Afrique de l'Ouest, où la diaspora est considérée de par son apport économique, culturel et politique. Au Maroc, par exemple, nous, quand on était étudiants, on avait vu le roi décréter certains privilèges aux Marocains qui vivent à l'étranger de pouvoir revenir chez eux avec des objets qui ne peuvent pas être dédouanés, qui reviennent parce qu'on leur a fait une banque avec des taux faibles, bas, taux d'intérêt. Voilà, ouais. Absolument, qui leur permet d'investir dans leur pays. Vous, votre vision, aujourd'hui, est-ce que d'abord, la première, les diasporas tchadiennes qui sont à l'étranger, en France, au Canada, aux États-Unis, en Allemagne, ailleurs, en Afrique, hors du Tchad, contribuent à l'élan politique du pays, à l'élan économique du pays, à l'élan socio-culturel du pays? Ça, c'est la première. La deuxième, est-ce que l'État tchadien lui-même, aujourd'hui, encourage, il y a le ministère des Affaires étrangères et de l'intégration de la diaspora? Très bien. C'est bien le bibelot attitré. Mais est-ce que, fondamentalement, il y a une amorce politique qui est faite envers les différentes diasporas de par le monde? Deux questions. Première question, lorsque vous appartenez à la diaspora ou aux diasporas tchadiennes et que vous êtes critique, vous êtes blacklisté, et en N'Djamena, on vous considère comme opposant. Activiste, opposant, pire mercenaire. Voilà, mercenaire pour reprendre un peu les termes de Ahmad Mohamed Bachir, le célèbre et inamovible membre du gouvernement, puisqu'il est revenu au gouvernement. Il est vous êtes là, comme on l'aime l'appeler, tout à fait. Et donc je pense que les diasporas tchadiennes ne sont pas prises en compte, parce que, tout comme d'ailleurs d'autres diasporas, mais comparé à d'autres diasporas, les diasporas tchadiennes ne sont pas organisées, ne sont pas unies. Et je le dis de façon assez honnête. Certes, il y a des forces positives, des énergies positives qui se mobilisent, mais on aurait pu faire mieux. Donc, pour me résumer, au niveau du Tchad,
lorsque vous faites partie de la diaspora ou des diasporas et que surtout vous êtes active et critique, on vous considère donc comme étant de l'autre côté. Et deux, une parenthèse, est-ce qu'à l'image du comportement des diasporas tchadiennes de par le monde, ne sont pas à l'image des clivages qu'il y a au pays, au Tchad? Je pense que ce sont les Tchadiens qui ont créé l'autoritarisme, le débit. Parce que aujourd'hui, ces mêmes cadres de la diaspora qui sont supposés avoir une hauteur d'esprit, une vision, plus d'indépendance d'esprit, ce sont les mêmes lorsque les membres du gouvernement viennent ici en Europe ou un peu partout. Ce sont les mêmes qui vont, excusez-moi le terme, lécher les bottes de ces gens. Or, je peux être membre de la diaspora en France ou en Allemagne et qu'un membre du gouvernement avec qui j'avais des relations avant qu'il ne devienne ministre et que je vais le voir dans son hôtel, je vais quand même avoir l'amabilité de lui dire les cas de vérité. Il faudrait changer, améliorer votre gouvernance. Or, la plupart des membres de la diaspora ou des diasporas se plaignent en coulisses, mais en réalité ne se battent pas à l'unisson pour améliorer, pour aider les gouvernants à s'améliorer. C'est ce que j'ai dit, ça rejoint un peu l'aspect non tribun et hypocrite. Vous et moi et beaucoup qui sont dans le domaine du média le savent. S'il te plaît, je te balançais l'information, ne cite pas mon nom. S'il te plaît, voilà ce qui se passe. Et ça, nous, sur Tchad Entreprise, c'est connu, entre ministres, membres du gouvernement ou officiers dans l'armée, la police ou commerçants, étudiants, etc. Tout le monde vous balance des informations. Vous recoupez, vous trouvez c'est vrai, mais la personne ne veut pas s'assumer. Est-ce que c'est pas ça aussi qui fait le lit, d'accord, de ce qui se passe au pays? C'est pas simplement cette manière singulière de ne pas assumer sa colère, sa révolte, qui fait que, parce qu'on veut chercher un bouc émissaire, aujourd'hui c'est Asilek, demain c'est un tel, après-demain c'est un tel, et moi je me cache derrière. Est-ce que c'est pas ça, tout ça qui fait aujourd'hui ce problème-là, même si on est un peu sorti du cadre diaspora, mais il faudrait qu'on revienne là-dessus, je vous laisse y répondre. Mais vous savez que ce ne sont pas uniquement les membres du gouvernement ou les officiels qui nous balancent des infos en disant non, ne nous citez pas. Et je pense que même s'ils le font, lorsqu'on exerce ce métier de journaliste, on est obligé de protéger ses sources. Mais les Tchadiens de façon globale, même pas ceux de la diaspora, ceux qui sont sur place, ils sont amorphes. Aujourd'hui, depuis une semaine, quasiment, en Côte d'Ivoire, depuis que le président Alassane Ouattara a décidé de briguer un autre mandat, on appelle ça un troisième mandat, même si les cadres du RHDP pensent qu'il s'agit d'un nouveau mandat. Bref, on ne va pas entrer dans ce débat. Mais il y a des manifestations qui sont réprimées. Il y a eu des manifestations ici à Paris, ce vendredi. Des cadres ivoiriens, certes des Tchadiens aussi manifestent, mais comparé à d'autres diasporas, je pense que on n'est pas structuré. Et je pense que si déjà ici, malgré qu'on est supposé être plus libre, on n'est pas tellement structuré, tellement fort dans la mobilisation, mais imaginez un seul instant ceux qui sont sur place, et c'est eux là, ceux qui sont sur place. Sur l'aspect diaspora, moi je voudrais segmenter les choses. Il y a quand même une diaspora qui est activiste, qui est là, qui milite pour les droits de l'homme, qui dénonce aujourd'hui avec les réseaux sociaux, etc. Mais il y a d'autres diasporas qui sont simplement inscrits sur le pôle économique, sur le pôle du savoir. Vous voyez, au Mali, par exemple, une entité de la diaspora malienne aux États-Unis a pu convoyer au Mali, avec cette histoire de Covid-là, pratiquement un hôpital. Vous voyez, cette diaspora-là, elle n'est pas inscrite sur un cycle politique. C'est là où je voudrais en venir. C'est-à-dire, j'avais posé le problème de la diaspora tout à l'heure en deux segments. Il y a autant de diasporas. Évidemment, vous avez répondu à la première sur la désorganisation de la diaspora
et le fait qu'elle n'est pas unie, malgré qu'il y a des talents, il y a une synergie, mais est-ce qu'elle est à même aujourd'hui d'être bénéfique pour le Tchad? Ça, c'est la première. La deuxième... Mais j'aimerais bien répondre à la première pour ne pas accumuler les questions. Non, non, mais la deuxième, c'est qu'elle est simple. L'État tchadien lui-même, est-ce qu'il fournit les efforts nécessaires, malgré qu'il y a un ministère qui est estampillé ministère des Affaires étrangères et de la diaspora, mais est-ce qu'il y a une politique de la diaspora qui est initiée pour pouvoir résorber tout cela? Au lieu de dire tout le monde est diaspora, donc tout le monde est mauvais parce qu'il nous critique. Non. D'abord, prendre en compte l'aspect politique. Qu'est-ce qu'ils disent? On les entend et on va savoir s'ils disent vrai. Et ensuite, exploiter le pôle économique, comme à l'image des Maliens que je viens de dire, ou encore exploiter d'autres pôles socio-culturels. C'est de ça que je vais dire. Donc, je vous laisse répondre à la première et à la deuxième. Vous savez très bien, tout comme moi, que chaque membre de la diaspora ou des diasporas tchadiennes contribue à sa manière, peut-être dans une cellule, dans un cadre un peu plus réduit au développement du pays. Ça rejoint ce que j'avais dit. Si sur le plan politique, on n'est pas structuré, on n'est pas unanime, on ne peut pas, sur le plan économique, être unis comme nos frères du Mali, du Sénégal, ou bref, des autres pays. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le Conseil des Maliens de l'étranger. Les Sénégalais ont aussi leur structure. Les Togolais, en dépit des divergences politiques, ethniques, ils ont quand même un cadre qui leur permet de réunir. Vous avez cité l'exemple des Maliens qui ont convoyé du matériel médical dans le cadre de la Covid-19. Mais au Tchad, vous avez vidé l'aspect politique. Tous les membres de la diaspora ou des diasporas ne sont pas forcément des activistes. Mais je n'ai pas vu, peut-être que ça m'a échappé, des membres des diasporas s'unir pour dire bon, on laisse de côté la malgouvernance d'Idriss Déby, de son épouse et de son clan. Il y a le coronavirus, on s'entend. Les Tchadiens, je parle de l'Europe, je ne vais pas parler d'autres continents. Les Tchadiens d'Allemagne, de France, on se réunit, quoi que je pense, ouïr dire et je pense avoir perçu sur le net quand même quelques personnes qui ont pu, ça et là, essayer de trouver des masques, etc. et de les envoyer. Mais c'est infime. Mais même si ça a été fait, c'est de façon désorganisée. Tout à fait. On devait, indépendamment, et je me répète, indépendamment de nos divergences et de nos positions partisanes, avoir une structure comme le Haut Conseil des Maliens de l'étranger, par exemple le Haut Conseil des Tchadiens de l'étranger, ou des Tchadiens de l'Europe, ou de France, ou d'Allemagne, pour dire bon, on laisse de côté l'histoire de la politique. Maintenant, il y a une maladie, il y a une pandémie, chacun cotise, on envoie par exemple un lot de masques. Je ne l'ai pas vu, en fait, personnellement, ça peut m'échapper. Donc, c'est pourquoi j'ai dit tout se résume et sur le plan politique et sur le plan économique à la désorganisation. Et encore, je me répète, on a beaucoup de talent. On a autant de talent que les autres nationalités. On a critiqué, on a mis un peu en lumière le comportement des membres de la diaspora, mais l'État lui-même, est-ce qu'il favorise cet échange-là? Mais lorsque vous êtes désorganisé, qu'est-ce que vous attendez de ceux qui vous considèrent comme, entre guillemets, des opposants? Vous savez, ce n'est pas seulement au Tchad, hein? Lorsque vous causez avec des Togolais, bref, les régimes en place en Afrique de façon globale ont peur des diasporas. Très bien. Écoutez, l'actualité au Tchad aujourd'hui se segmente par deux aspects politiques qui sont majeurs à nos yeux et d'ailleurs qui font un peu l'élaboration de nos rédactions. Il y a ce qu'on voit derrière nous là, Idriss Déby qui est devenu aujourd'hui un demi-dieu dans ce pays. Sinon le dieu. Hein? Il est président de la République, chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, chef suprême des armées, sultan aujourd'hui. Président fondateur du MPS. Président fondateur du MPS, merci pour l'ajout. Et aujourd'hui, maréchal du Tchad. Qu'est-ce qui lui permet, qu'est-ce que cela
quelle est la plus-value de ce titre-là par rapport à tout ce qu'il a vécu pendant 30 ans dans ce pays? C'est la folie de grandeur, c'est la mégalomanie. Lorsqu'on dirige un pays et que les peuples qu'on dirige ne s'offusquent pas, je vous donne un exemple terre à terre. Lorsque vous avez des enfants et que vous vous comportez très mal, mais à un certain moment, lorsque l'enfant a 18 ans, surtout un garçon, l'enfant peut dire merde, papa, arrête et fais-moi, voilà, fais de moi ce que tu veux. Les Tchadiens, c'est eux-mêmes qui ont fait. Vous voulez dire qu'aujourd'hui, c'est les Tchadiens qui ont fait C'est eux qui ont fait de Déby se comporte comme ça? Moi, j'ai vu le président de l'Assemblée nationale que je regarde, Haroun Kabadi, le jour de l'élévation du maréchal Déby, après la cérémonie, la manière avec laquelle M. Kabadi est venu se prosterner pour saluer le maréchal. M. Kabadi n'avait pas besoin de le faire, il pouvait le saluer. Je pense qu'on a des cadres qui se prosternent devant Déby et aujourd'hui, Déby fait de ces cadres ce qu'il veut. Dans les quartiers à N'Djamena à l'époque, on l'apprenait et peut-être ici aussi, que certains ministres même, ils pleuraient à peine lorsqu'ils voulaient rencontrer Déby. Et on nous disait aussi, je ne l'ai pas vérifié, que Déby giflait certains cadres de son parti. Bon, on n'a pas de preuves, mais bref, je veux dire que lorsqu'on voit tous ces cadres de la République qui font le système MPS, qui se prosternent devant un homme qui est mortel comme vous et moi, qu'est-ce qu'on peut attendre de plus? Cela l'amène à être ce qu'il est. Il est ce qu'il est. Et aujourd'hui, les Tchadiens... En clair, vous voulez dire que c'est les Tchadiens, oui, qui ont fait qu'Idriss Déby aujourd'hui... En partie, vu que on peut dire non. Parce que je ne vais pas jeter la pierre à ceux qui sont sur place. Moi, je suis tchadien. Je pense qu'on contribue en partie, et en grande partie, à l'instauration de ce système, même si on n'a pas de marge de manœuvre. Maintenant, vous et moi, c'est parce que le système est intenable qu'on vit ici, en Europe. Il y a d'autres, vous me direz, qui n'ont pas le choix que de se taire. Mais je pense qu'un peuple, à un certain niveau, d'instruction pour dire non et vous ne savez pas ses droits. Toutes les humiliations que le régime Déby fait vivre aux Tchadiens. Aujourd'hui, le Tchadien de toutes les ethnies, y compris les Ahawa, c'est ce que beaucoup oublient, l'ethnie du président. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord parce que c'est un clan, c'est un système qui bénéficie des ors de ce pouvoir. Mais personne ne veut parler. Nous, on reçoit des appels de toutes parts, vous aussi. Mais personne ne veut s'afficher. Mais une révolution, certes, se fait en vase clos avec une minorité de personnes, oui, mais il faudrait quand même qu'on montre... Une façon évidente, il est clair que quand on veut faire de l'un ou de l'autre son bouc émissaire et on veut toujours être en arrière-plan et sacrifier l'autre, rien ne peut avancer parce qu'une seule main ne s'est pas frappée 10 000 fois. Je serais d'accord avec vous sur cet aspect de dire qu'aujourd'hui, c'est le comportement des Tchadiens. Je dis en partie, hein. Non, moi je dirais, facteurs. Non, je dirais même globalement, quand vous avez un peuple qui ne sait pas revendiquer ses droits, on ne demande pas qu'il y ait une échelle de dépassement d'injustice. Non, quand c'est mon droit, je sais le revendiquer. Je ne demande pas autre chose. Quand c'est mon bien, je n'accepte pas qu'on me le prenne. Il y a quand même des limites. Et ça, le Tchadien ne le fait pas. On a quelqu'un, et je vais revenir là-dessus, qui s'appelle Mamadou Ibedou, qu'on a laissé tout seul, d'accord, usé. Le régime l'a usé par les compressions diverses. Et aujourd'hui, on va revenir, on va en parler. À l'échelle de ce Mamadou Ibedou-là, il y en a d'autres dans la diaspora qui sont pratiquement les seuls qui sont devant la scène, qui, les gens ne savent même pas comment ils font pour entretenir cela, comment ils font, et les autres se cachent derrière toujours. Non, on le voit. Entre nos compatriotes qui sont au pays, ministres, officiers, ambassadeurs, de passage à Paris, tous, petits frères, grands frères, cadets, aînés, est-ce qu'on peut se voir en catimini? Ils vous filent les infos, mais ils ne veulent jamais apparaître. Ça ne fait qu'entretenir
toutes ces formes d'injustice qui sont là. Personne n'ose s'assumer, d'accord, parce qu'on veut se complaire à son petit confort, etc. Pour revenir maintenant sur le deuxième aspect, le premier aspect, pardon, autant pour moi, qui est politique, avant de toucher les présidentielles législatives, qui est Mamadou Ibedou. Est-ce que le régime Déby a le droit de faire ce qu'il fait? Est-ce que le régime Déby, après plusieurs années de compression sur une personne, on lui a pris ses maisons, on l'a jeté dehors, il n'est plus au travail, même pour percevoir son salaire, il doit tramer, rimer. On l'a tellement compressé pour aujourd'hui le débarquer d'une association de droits de l'homme parce qu'il dérange. Et qu'il a créé, hein, voilà, qu'il a fondé lui-même. Est-ce que, en termes de droit, le régime tchadien a le droit de faire ce qu'il fait, ce qu'il a fait? Je pense qu'avant de répondre à votre question, il faut rappeler qu'avant Mamadou Ibedou, il y a eu beaucoup d'autres figures de la société civile tchadienne qui étaient très actives. Hein. On a fait taire d'une façon ou d'une autre. L'illustre maître Joseph Beidi. Joseph Beidi qui avait ouvert le bal à l'époque. Et j'ai oublié de parler tout à l'heure de Ibn Omar Mamad Saleh, lorsque je parle du caractère amorphe des Tchadiens. Aujourd'hui, c'est depuis 2008 que Ibn Omar est décédé, même si on dit qu'il a été enlevé, il est porté disparu. Vous avez vu dans la diaspora, les gens ont manifesté. Au Tchad, on a fait un peu de bruit lorsque la justice a classé l'affaire sans suite. C'est terminé. C'est passé en pure perte et profit. Dans un pays normal, on aurait pu profiter de cette occasion pour exiger que la lumière soit faite. Parce que ce qui est arrivé à Ibn Omar Mamad Saleh peut vous arriver à vous, Mamad Tassile, peut m'arriver à moi, Eric Topona, peut arriver à d'autres compatriotes. Et l'affaire est classée. Donc pour revenir à l'affaire Mamad Nour Ahmad Ibedou, je pense que cela participe à toutes les manœuvres mises en place par le régime pour faire taire les voix divergentes. Mamad Nour Ahmad Ibedou a fait plusieurs fois la prison, tout comme d'autres acteurs. Nadjo Kaina, par exemple, le jeune leader de INA qui avait suscité à l'époque tant d'espoir. Je ne ferai pas de similitude tellement. Mais juste pour vous dire, laissez-moi finir cet aspect de Nadjo, juste pour dire qu'il y a des pressions, il y a des, qui sont faites, mais Mamad Nour Ibedou est resté comme c'est le seul, quasiment, qui est resté aujourd'hui fidèle à ses convictions, en dépit du rouleau compresseur. Vous avez cité tant d'exemples. Ouais, autant d'exemples, mais il y a autant d'autres choses qui me révoltent, moi, personnellement. Du moment que je vous pose la question, c'est que je ne veux pas comprendre, je ne peux pas comprendre qu'un cas comme ça, comme ce qui arrive à Mamad Nour Ibedou, les acteurs politiques, un silence de concert, sinon c'est des petites sorties. Mais il y a eu quand même deux acteurs politiques, oui, Saleh Kebzabo et Masra Succès, c'est pas suffisant, qui ont écrit sur leur page Facebook. Mais Facebook, vous et moi, on a écrit, d'autres peuvent écrire. Facebook, c'est encore rien du tout. Je veux dire, protester à la hauteur des faits. Vous voyez, quand on veut débarquer quelqu'un d'une organisation qui devient le chantre de protestation, la voix du peuple tchadien, on ne peut pas simplement se suffire à faire un petit commentaire sur Facebook pour dire je ne suis pas d'accord. C'est insuffisant. Mais ça rejoint ce que j'ai dit. Les Tchadiens sont amorphes. Absolument. C'est toucher les partenaires du Tchad. C'est toucher l'Union européenne. Regarder ce qui se passe. Mettre la lumière de façon à ce que même le régime commence à dire attention, on va plus fort, attendons un peu. Mais quand je me tais, moi je dirais même c'est hypocrite. Je vais même, j'ai pas les preuves, mais je veux même dire qui est-ce qu'il n'y en a pas certains d'entre eux qui sont contents de voir Mamadou Ibedou s'écrouler. Vous voyez, si on se limite simplement à des dénonces, moi, je fais un éditorial là-dessus, d'autres camarades sur Facebook ont écrit, est-ce que c'est suffisant? Je trouve que c'est pas suffisant. Nos compatriotes n'ont pas la culture de la lutte et ça revient, et ça résume tout ce que j'ai dit. Aujourd'hui, il y a tellement de cas. J'ai cité l'exemple de Ibn Omar, j'ai cité, Joseph Beidi, ça c'est un exemple encore très lointain.
Et c'est fini. Et Bédi, dans le subconscient de la jeune génération, il y en a qui ne le connaissent même Pas plus. du tout. Peut-être ceux qui ont la chance de lire, ils sauront que un célèbre défenseur des droits de l'homme a été assassiné en plein Morsal à l'époque. Mais je pense que les Tchadiens, aujourd'hui, ils sont réduits. Bon, une partie des Tchadiens, je ne vais pas être quand même méchant, ils sont réduits aujourd'hui à vivre le quotidien. Ils se disent, ah, ce soir-là, ça c'est le pays des gens là. Je pense que c'est vraiment dommage. Et ça rejoint ce que j'ai dit. Est-ce que ce n'est pas le lit aujourd'hui du communautarisme, du tribalisme, de toutes ces divisions-là qui font aujourd'hui que certains prennent toujours des gants pour être emballés dans un mouvement, dans une lutte? C'est vrai que le tribalisme, l'ethnisme, le communautarisme est un fait qui date de très longtemps au Tchad, mais je dis que c'est une excuse trop facile. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on discute avec certains membres de la communauté de Déby, les Ahawa, il y en a qui se plaignent. Je ne sais pas si c'est de façon hypocrite ou pas, mais aujourd'hui, dans le subconscient des Tchadiens, je sais que la communauté Zahawa est très mal vue. Il y en a qui ne le disent pas, mais aujourd'hui, s'il y a une occasion, je pense qu'il y aura une sorte de vendetta, parce qu'il y a beaucoup d'humiliations que certains membres de cette communauté font subir aux Tchadiens. Donc, ce qui fait qu'on généralise. On dit, ah, les Zahawa. Or, tous ne sont pas comme ça, mais au moins, on sait que y a une fixation aujourd'hui envers cette communauté. Et on se dit, ah, c'est le pouvoir des Zahawa, et donc on reste tranquille. Mais attention, ceux qui contribuent au maintien d'Idriss Déby, ce ne sont pas uniquement les Zahawa. D'ailleurs, on tend à le dire. Aujourd'hui, il y a des Arabes, on a des Arabes, on a des Moundans, on a des Sahara. Tout le monde. Et aujourd'hui, ceux qui font le plus de mal, ce ne sont pas uniquement... Moi, je n'ai pas eu de problème lorsque j'étais dans les médias publics au Tchad avec ces responsables du Nord aux musulmans, comme on le dit. Je l'ai rappelé et je vais le rappeler. Et je l'ai expliqué dans mon livre, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Mamat Hissène, c'est lui qui avait contribué à ce que je sois recruté parce qu'il a estimé que je devais apporter, que je pouvais apporter un plus. Mais à la fin, qui a comploté pour que je sois en prison? C'est pas un de mes parents, Jean-Bernard Padaré? Est-ce que c'est quelqu'un du Nord? Donc c'est pourquoi je dis cette histoire de communautarisme, il faudrait relativiser. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Mais moi, je n'ai pas de problème avec les communautés. On touchera les présidentielles et les législatives. Partout ailleurs, les législatives se font avant les présidentielles. Au Tchad, on a tendance toujours à jouer là-dessus. La question se pose à deux versets. La première, c'est est-ce que l'Assemblée aujourd'hui tchadienne est légitime? Deuxièmement, pourquoi Idriss Déby veut faire les présidentielles avant les législatives? Pour répondre à la première question, c'est un débat qui nous a occupé depuis 5 ans. C'est pas normal dans un pays qui se dit démocratique, parce que si vous écoutez tous nos dirigeants politiques sur les médias publics, Radio Tchad, Télé Tchad et même d'autres médias, le Tchad est un pays démocratique. Idriss Déby, c'est lui qui a apporté la démocratie en 90. Mais dans une démocratie, on doit mettre tous les mécanismes en place pour respecter les calendriers électoraux. Le mandat des députés est arrivé à expiration depuis 2015. On aurait pu avoir les élections législatives avant la présidentielle de 2016. Par des manœuvres qu'on connaît, ils ont dit bon, on organise d'abord la présidentielle et après. Ça fait 5 ans. Déby, je pense que Déby n'a pas besoin aujourd'hui d'organiser des élections législatives, même s'il va les gagner, mais il se préoccupe plus de sa réélection. Aujourd'hui, malgré qu'on nous clairons depuis 5 ans qu'il n'y a pas de moyens pour organiser les élections législatives, vous verrez que pour la présidentielle, même si Déby va aller puiser sur sa fortune personnelle, il y aura les élections, la présidentielle en avril 2021. Et je ne suis même pas sûr que les législatives auront lieu. Est-ce que le fait pour Déby d'être président de la République ne lui permet pas de tricher pour avoir une majorité? Déby président,
lui suffira, même s'il n'a pas une majorité à l'Assemblée? La question ne se pose même pas parce qu'il aura toujours cette majorité, mais il se préoccupe plus de sa légitimité à lui. Vous êtes sûr que si aujourd'hui au Tchad on fait une législative avant les présidentielles, c'est que le parti au pouvoir la gagnera? Ben, si le parti au pouvoir devait les gagner, il aurait organisé cela en 2015. Mais il n'y a jamais eu d'élection libre et démocratique au Tchad. Et donc, Déby et son parti essaient toujours de retarder parce que les législatives, c'est une donnée un peu différente de la présidentielle. Est-ce que dans le mécanisme, quand il veut faire les présidentielles, c'est pas d'abord, il s'est dit, ok, je vais d'abord m'auto-élire, puisqu'il n'a jamais été élu, je vais d'abord m'auto-élire, et ensuite, j'ai les coups de franche pour pouvoir maintenant arrimer tout pour avoir une majorité à l'Assemblée et comme ça, gouverner tranquillement. Est-ce que s'il faisait le contraire, c'est dit, ah, je risque de perdre la majorité et même si je suis élu président, je ne pourrais pas gouverner comme je le voulais. Mamata Silek, vous croyez apparemment en l'organisation d'élections démocratiques au Tchad. Les législatives, avant ou après la présidentielle, ne changent pas grand-chose. Aujourd'hui, Déby s'en fout. Vous avez vu dans quelles conditions... Quand vous dites ne change pas grand-chose, ça veut dire qu'il pourra les tricher et... Ce qu'il organise les élections maintenant ou qu'il les aurait organisées en 2015, il les aurait gagnées pas à la loyale parce qu'il va tricher. Vous avez vu comment les députés, la majorité au pouvoir, avaient voté la résolution qui a consacré Idriss Déby maréchal. L'opposition a combien? À peine 30 députés. Malgré qu'ils ont boycotté, il n'y a rien. Mais je pense que s'il y a des vraies élections, le MPS serait en difficulté. Mais, encore une fois, Idriss Déby se préoccupe plus de sa légitimité. Il ne va pas permettre à ce que les élections législatives présidentielles soient retardées d'un seul jour. Comment peut-il s'occuper de sa légitimité quand on sait qu'il va tricher? De quelle légitimité il s'agit? Ben, il veut quand même, sur le plan formel, voilà, dire j'ai organisé à bonne date la présidentielle. Et je suis président. Je suis président. On sait, en 1996, il a perdu les élections. Après, en 2001, il avait perdu les élections. En 2006, c'était organisé dans des conditions chaotiques. En 2011, vous savez. En 2016, pareil. Mais au moins, il essaie d'habiller cette réélection. Maintenant, pour les législatives, ils s'en foutent que vous l'organisez 10 ans après. Bon, ils s'en foutent. On arrive à la fin quand même de cet entretien qu'on pourra en débattre des heures et des heures. Vous-même, vous avez écrit un livre sur votre parcours, etc. Vous êtes inspiré de quoi? C'est mon premier ouvrage, mais je pense que c'est un modeste ouvrage parce que je ne suis pas écrivain. J'ai juste voulu mettre ce papier. Vous êtes jeté dans la mare et... Ouais. C'était voilà, ma première expérience. J'avais voulu quand même ressasser un peu tout ce que je vous ai raconté au cours de cette interview. Surtout que j'étais promis en principe à un bel avenir parce que j'ai voulu exercer le métier de mon père, journaliste. J'avais eu la chance donc, de travailler à la radio nationale. J'ai fait un peu de presse écrite. J'étais correspondant de médias internationaux. Je travaillais pour mon pays. Mais en raison des combines politiciennes, parce que les uns et les autres, notamment Jean-Bernard Padare qui voulait voilà, que je sois à son service pour atteindre ses ambitions politiques, puisqu'il voulait à l'époque devenir ministre. Il est devenu plusieurs fois ministre. La preuve, il est aujourd'hui l'un des chantres du MPS. Bref, j'avais été mis en difficulté. J'avais été affecté de façon arbitraire, même si, vous l'avez dit, c'était peut-être une affectation promotion, mais moi je l'ai vu comme une affectation sanction. Après, j'étais venu ici en Europe, donc depuis 7 ans, je ne suis plus au Tchad, donc j'avais voulu juste modestement expliquer
avant que toutes ces idées ne Où est-ce qu'on disparaissent. peut l'avoir, ce livre-là? Le livre est disponible sur Amazon. Le titre, c'est Misère et grandeur de la liberté d'expression. D'accord. En tapant Et Célestin, en tapant enfin, Eric Topona. Eric Topona, Voilà. Mokonga, et vous l'aurez. Et D'accord. c'est une expérience qui raconte un peu, pas uniquement ce que j'ai vécu, mais ma petite expérience au Tchad dans le service public, Dans puisque le je vous l'ai dit, service, j'étais passé par le ministère de la fonction publique et tout ça. Donc ce que j'ai vu, j'ai vécu. Vous êtes plus ancien que moi, vous avez Vous d'autres êtes expériences plus aussi. Mais moi, j'ai relaté ce que j'ai vécu et ce que j'ai vu pour dire, bon, voilà. Très bien, bon, pour ceux qui nous écoutent, qui vont nous écouter, sûrement vous saurez où aller trouver ce bouquin et vous pourrez vous en inspirer pour vos expériences personnelles. Monsieur Eric, merci. Merci d'avoir accepté de venir échanger avec nous. Merci beaucoup. Et merci à nos compatriotes qui sûrement sauront aussi apprécier, déprécier et commenter exactement cet échange et surtout le parcours exceptionnel de notre invité de ce soir. Peut-être un petit mot avant qu'on ne se sépare. Je pense que vous avez dit parcours exceptionnel. Merci pour la petite flatterie, mais je pense que vous l'avez dit de façon sincère. C'est pas une flatterie parce que rarement, malgré votre jeune âge et votre expérience, où quelqu'un passe de la case promotion à la case prison et s'en sort et ensuite il est à l'étranger, c'est un parcours exceptionnel. Beaucoup ne peuvent pas merci cette beaucoup expérience-là. Et merci pour votre sincérité, mais j'en profite pour dire à ceux qui nous écoutent, moi je ne demande pas à tout le monde de militer dans l'opposition, je ne demande pas à tout le monde d'être contre le régime Déby, mais lorsque la situation ne marche pas, il faudrait dénoncer cela, comme ça se passe un peu partout. Mais je dénonce cette hypocrisie, les gens avalent tout, il y a beaucoup ne s'assument pas. Ils ne s'assument pas. Et ça crée beaucoup de frustration. Et vous savez, lorsque vous avalez tout, après des hypertensions, les gens meurent sans se rendre compte. Il faudrait dénoncer pour pousser nos dirigeants à changer. Aujourd'hui, les Tchadiens aspirent à un changement, c'est-à-dire lorsque on cesse les frustrations, les brimades, que chaque Tchadien mérite sa place. Je pense qu'on n'a pas besoin forcément de s'acharner contre le régime. Mais personnellement, tant que ce système ne va pas changer, je pense que je continuerai pas à dénoncer modestement de là où je suis. Merci beaucoup. Merci d'être venu jusqu'à nous et à très bientôt. À très bientôt. Merci. Merci à vous et à bientôt.